Si vous voyez, après le départ de Barkhane, on a prédit l'apocalypse. Le Mali est là. L'armée malienne, aujourd'hui, dans le passé, qui battait en retraite, est à l'offensive. Il y a de grandes opérations militaires qui sont en cours. Il y a beaucoup de territoires qui ont été conquis avec le retour des personnes réfugiées et avec les équipements que nous avons aujourd'hui acquis et la détermination des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Nous sommes à l'offensive. Mais je voudrais évoquer aussi le départ des Français, l'opération Barkhane. Aujourd'hui, est-ce que vous avez totalement coupé le pont avec l'État français? Ça fait, le Mali entretient des relations avec tous les pays qui respectent les trois principes clés qui ont été déclinés par le président Goïta qui gouverne l'action publique au Mali et l'action du Mali avec ses partenaires étrangers, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et des choix des partenaires et la prise en compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Maintenant, la France ne s'inscrit pas en tout cas à ce stade par rapport à ça. Et si vous voyez un peu, parce que les gens ne regardent pas, bon, les Maliens ont mis la France dehors et tout, si vous regardez même le début des incidents qui se sont passés entre la France et le Mali, c'est le président français qui a décidé que Barkhane va partir à la télévision sans concertation avec les Maliens. Et plusieurs décisions sont venues à la suite de ça. Vous avez suivi aussi les propos discourtois à la limite de l'insulte que les autorités françaises tenaient régulièrement à l'endroit des Maliens et les mesures drastiques qui ont été prises pour arrêter l'aide au Mali, etc. Donc, et nous avons dû répondre à chacun de ces actes qui a été posé. Maintenant, le Mali continue par rapport à cela, à travailler avec les pays et les partenaires qui le souhaitent. Nous avons un problème aujourd'hui, il y a des actes hostiles. Pas seulement des actes, parce que les griefs que vous formulez contre la France sont suffisamment graves. Vous les avez même portés devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous accusez l'État français d'être en intelligence avec les groupes terroristes, que les armées françaises lagueraient de temps en temps des armes aux groupes terroristes avec des renseignements au détriment des forces armées maliennes. Cette plainte n'a pas encore prospéré, mais pourquoi vous ne cherchez pas d'autres canaux pour vous faire entendre? Pourquoi vous ne déballez pas sur la place publique ce que vous reprochez à la France, monsieur le ministre? D'abord, je dois dire que nous assumons cette posture, parce que tout ce que nous disons est réel et avéré. Les autorités françaises sont dans une posture d'hostilité, d'agressivité, et des actes de déstabilisation sont quotidiens. Maintenant, les uns et les autres peuvent toujours se poser la question, ou on nous a posé souvent cette question, est-ce que les éléments de preuve que vous avez, d'abord, je dois dire que le Mali n'est pas membre du Conseil de sécurité, ce n'est pas nous qui décidons, nous avons porté une plainte sur le plan international, dont nous attendons toujours qu'elle puisse avoir une suite favorable. Mais maintenant, pour ce qui concerne cette question, pourquoi on n'amène pas, par exemple, ces éléments sur votre plateau de télévision? Parce que nous sommes un État. Nous ne sommes pas en train de faire la délation. Nous avons un pays qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, membre permanent, qui a des responsabilités internationales, qui s'adonne à des activités sur le terrain au Mali qui sont incompatibles avec ce statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est que nous avons demandé. Quelles sont ces activités? Mais le soutien à des groupes terroristes. De quelle manière? Les liens qu'il y a. Mais nous avons montré de mille manières. Même il y a eu des avions qui ont pénétré notre espace aérien, qui sont pris des groupes terroristes. Dans le communiqué du gouvernement, l'ensemble de ces ans, il y a des fournitures d'équipements à des groupes terroristes. Il y a plusieurs activités de cette nature qui ont été clairement déclinées dans un communiqué officiel du gouvernement, et nous avons indiqué qu'en plus de ça, nous avons des éléments matériels. Ce que nous souhaitons, c'est une séance solennelle, parce que le Conseil de sécurité, quand ça se réunit, c'est documenté et ça reste pour l'histoire. Donc ce n'est pas aller mettre dans des journaux, mais nous souhaitons que dans une instance internationale où les responsabilités sont situées, qu'on puisse regarder est-ce que ce membre du Conseil de sécurité mérite la place qu'il tient au niveau du Conseil de sécurité. Est-ce que ces actions sur le terrain de défense des droits de l'homme, de protéger la paix et la stabilité sont conformes avec le mandat qui lui est donné en tant que membre permanent du Conseil de sécurité? Ce sont ces éléments
qui justifie la posture du Mali. Eh bien, vous faites dos à la France pour embrasser la Russie. Est-ce qu'elle vous donne satisfaction, la Fédération de Russie, dans le partenariat que vous avez noué avec... Pour moi, c'est pas faire dos à la France. On a tiré les conséquences d'une relation qui ne donne pas satisfaction, qui ne respecte pas nos valeurs, qui ne respecte pas notre dignité, notre souveraineté. On en a tiré les conclusions. Maintenant, la Russie dont vous parlez n'est pas un nouvel acteur au Mali. Aux premières heures de l'indépendance du Mali déjà, notre pays entretenait des relations de coopération économique, commerciale et même militaire. Avec la Russie, beaucoup de sociétés et entreprises d'État au Mali ont été établies grâce à la coopération avec la Russie. L'armée malienne, son équipement de façon historique et la formation du personnel a été essentiellement faite de l'époque de l'ancienne URSS à aujourd'hui. Maintenant, face à la situation dans laquelle nous étions, donc nous avons choisi de raviver cette coopération parce que c'est un pays qui, de notre point de vue, respecte notre souveraineté. C'est un pays qui travaille dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Donc certains le disent, oui, bon, pourquoi vous quittez un maître pour aller vers un autre? Non, il faut se rappeler que la Russie n'a pas colonisé un pays africain. La Russie a plutôt aidé des pays africains à se libérer. Donc, ceux qui disent ça, je pense qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sortis de l'esprit colonial. Parce qu'on ne cherche pas de maître. On cherche vraiment des relations de partenariat avec tous les pays qui le souhaitent. Encore une fois, le Mali n'est pas naïf. Nous savons apprécier tous les partenariats. Chaque partenariat a un plus ou a aussi des faiblesses. Mais nous cherchons sur le plan sécuritaire aujourd'hui, la relation entre le Mali et la Russie, mais ce n'est pas des cadeaux qu'on fait au Mali. C'est même des relations avec le Mali et la Russie ou le Mali et Wagner? Parce qu'il vous est reproché régulièrement de contracter avec un groupe privé militaire. Bon, vous savez, ça, on ne tombe pas dans les éléments de langage de ceci. J'ai dit que le Mali a des relations avec la Russie. Ces relations comportent la fourniture d'équipements, l'assistance technique, y compris la présence de personnel militaire russe au niveau du Mali. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de doter les forces de défense et de sécurité maliennes de capacités qui nous permettent de répondre à la situation sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la collaboration que nous avons avec la Russie. Et aujourd'hui, les Maliens sont fiers des capacités qui ont été acquises par leur armée et surtout du travail formidable que l'armée est en train de faire pour protéger les personnes et les biens. Malheureusement, certains qui sont partis veulent qu'après leur départ, ça soit l'apocalypse. Ils ne diront rien de bon et ils sont en train de tout faire pour que l'expérience que nous avons de rebâtir notre armée nationale ne puisse pas marcher. Donc, ce n'est pas la préoccupation du Mali. Notre préoccupation, c'est comment répondre aux attentes des populations maliennes. Et nous le faisons, nous investissons, nous faisons des sacrifices importants. Et je voudrais, au passage, saluer l'action des hommes et des femmes, des forces de défense et de sécurité maliennes qui se battent sur le terrain avec combativité, détermination et aussi un sens élevé du sacrifice. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Mais comme le Mali, le Niger aujourd'hui est sous sanction de la CEDEAO, mais quelle forme de conseil, d'appui vous apportez à la transition nigérienne? Encore une fois, le Mali n'a pas vocation à exporter nos problèmes ou même notre expérience ou que ce soit. Nous sommes dans un ensemble, nous ne cherchons pas à juger. Nos pays frères comme le Niger et le Burkina, s'ils sont dans des difficultés, s'ils souhaitent que le Mali accompagne avec les moyens modestes que nous avons, nous le ferons. Par exemple, sur le plan sécuritaire, nos pays travaillent ensemble dans la zone du Liptako-Gourma parce que nous avons un destin commun, parce que le Mali reste conscient du fait que toute déstabilisation du Burkina a un impact sur le Mali, comme toute déstabilisation du Niger a également un impact sur le Mali. C'est la conscience du lien inextricable des défis auxquels nous sommes confrontés et aussi du fait que nous n'apportons pas de jugement de valeur sur ce qui se passe au Niger ou au Burkina. Il appartient au peuple
et au gouvernement de ces pays de faire des choix que nous respectons. Et nous avons nous-mêmes nos propres problèmes, en toute modestie, mais nous allons tendre la main à ceux qui ont besoin de notre aide et nous demanderons aussi de l'aide à ces pays. C'est dans ce cadre que se situe la collaboration, parce que nous sommes tous les trois aujourd'hui des pays en transition. Les attitudes souvent agressives, punitives, qui sont prises à l'endroit du Niger, on a appliqué la même chose au Mali. Et nous avons trouvé que ce n'était pas productif, ce n'était pas inacceptable dans certains cas. Et si ça se fait contre le Niger, naturellement, le Mali se lèvera, parce que nous trouvons que c'est injuste aujourd'hui de punir toute la population nigérienne parce qu'on n'est pas d'accord avec certains dirigeants. Donc c'est ça, fondamentalement, les questions. Et nous l'avons mis très clairement, que nous sommes opposés à toute agression, toute invasion militaire, toute intervention militaire au Niger. D'abord parce qu'elle ne constitue pas la solution, parce que c'est un pays qui fait face déjà à la menace terroriste, une des armées les plus aguerries de la région qu'on veut déstructurer, et que toute intervention militaire ne fera que, au lieu de favoriser la libre circulation des personnes, ça va plutôt favoriser la libre circulation des terroristes dans la région. Mais est-ce que vous êtes allé au-delà des déclarations? Est-ce que vous avez envoyé des troupes préventives pour justement vous préparer le Niger contre une attaque de la CEDEAO? Vous savez, M. Boko, nous sommes sur un plateau de télévision et nous sommes écoutés par nos amis et par nos ennemis. Donc je ne vais pas aller dans certains détails, mais ce que je peux vous dire, sur le plan politique et sur le plan officiel, nous avons mis en place l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est une alliance militaire, contre toute agression de nos pays, où nous allons répondre collectivement, et pour lutter ensemble contre le terrorisme et tous les autres facteurs d'instabilité. Mais qu'au-delà de sa dimension militaire, solidaire, nous travaillons, parce qu'il existait aussi déjà l'autorité du Liptako Gourma, qui a été créée par traité depuis les années 70, qui lie les trois pays. Donc nous comptons aussi renforcer la dimension de développement économique, l'exploitation de nos ressources, regarder aussi les questions monétaires et les questions économiques qui touchent nos populations. Donc c'est un peu dans nous privilégions plutôt pas une réaction, mais une réponse stratégique à des menaces qui sont dirigées contre nos pays ou à des défis auxquels nos populations sont confrontées. Est-ce que cette alliance ne constitue pas une menace pour la CEDEAO? Vous savez, c'est plutôt l'intervention militaire envisagée par la CEDEAO qui constitue une menace directe pour la sécurité nationale du Mali, comme pour la sécurité des trois pays de la région. Il faut que on s'organise pour se prémunir contre une telle menace, parce que nous sommes conscients que derrière la CEDEAO, mais ce sont des forces hostiles. La force en attente de la CEDEAO a été là depuis plus de 20 ans. J'ai été ministre des Affaires étrangères, je suis ministre des Affaires étrangères. J'ai travaillé sur ces dossiers. Nous savons que la CEDEAO ne dispose pas d'une telle force. Elle ne dispose pas d'une telle force. Ce sont des forces étrangères, des pays étrangers qui sont derrière ça. Et pour la plupart des pays hostiles au Mali. Donc nous sommes convaincus qu'une intervention militaire au Niger ne s'arrêtera pas qu'au Niger, mais ça va déstabiliser toute la région. Donc notre réponse n'est pas de dire, d'abord, même la charte de l'Alliance des États du Sahel fait clairement mention dans son préambule, on reconnaît l'existence de la CEDEAO, de l'Union africaine et d'autres organisations. Donc nous continuons à travailler dans l'état d'esprit de renforcer l'intégration. Mais nous créons un groupe où nous partageons une vision similaire, les mêmes préoccupations, et nous sommes déterminés à aller plus loin que ces organisations, mais aussi à offrir une autre approche de la solidarité, de l'intégration entre nos pays, mais aussi de proposer une structure qui ne soit pas téléguidée par l'extérieur. Je crois que ce sont ces éléments qui ont motivé. Donc ce n'est pas contre qui que ce soit. Mais si la CEDEAO perdure dans sa posture, est-ce que le Liptako Gourma va quitter la CEDEAO? Vous savez, comme le disent les anglophones, on va traverser le pont quand on va y arriver. Nous n'en sommes pas là, mais nous avons indiqué que toute intervention militaire de la CEDEAO contre un de nos pays va être consacrée automatiquement à la dislocation de l'organisation. Parce que ça cassera tout esprit
d'intégration régionale. Je pense que les choses sont entre leurs mains. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est pour pouvoir travailler ensemble entre nous. Bon, maintenant, nous laissons la porte ouverte pour continuer à travailler avec les autres, mais il faut qu'ils sortent de cette posture de pouvoir vraiment servir l'agenda des pays étrangers, des agendas qui nous sont hostiles, ou de prendre des approches qui vont créer l'insécurité dans nos régions. La Libye, malheureusement, il y a eu une intervention de l'OTAN en Libye. On a condamné, on s'est assis, on connaît le résultat, on vit ça jusqu'à aujourd'hui. Cette fois-ci, nos dirigeants se sont dit qu'on ne va pas s'asseoir et regarder, on va apporter une réponse géopolitique à une menace stratégique qui est dirigée contre nos pays. Pour terminer, on va finir avec la situation socio-économique des Maliens. Est-ce que là également des progrès ont été faits? Est-ce que le Malien lambda vit comme il l'entend aujourd'hui, dans la mesure où le Mali ne reçoit plus d'aide budgétaire et que vous êtes obligé de vous débrouiller vous-même? Bon, vous savez, nous sommes des pays qui ont vécu dans beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, c'est un miracle que l'État malien puisse continuer déjà à assurer la paix et la sécurité dans le pays, presque seul, avec presque toutes les aides extérieures qui sont coupées. Cela ne nous a pas empêchés de pouvoir avancer. Il est vrai que le fait de ne pas bénéficier de certaines aides est vraiment un manque à gagner important, mais en même temps, le gouvernement aussi a fait des efforts et des sacrifices importants en essayant de faire des économies budgétaires, en essayant de renoncer à certaines missions, à certaines dépenses qui ne nous paraissent pas utiles pour se focaliser sur l'essentiel. Et pendant ce temps, le gouvernement aussi accorde beaucoup aujourd'hui de subventions sur les denrées de première nécessité, sur les hydrocarbures. Il y a des efforts qui sont faits. La vie est difficile, je dois le reconnaître, mais je dois aussi saluer le sacrifice des Maliens dans ces périodes difficiles et aussi leurs attentes vis-à-vis du gouvernement, quelles que soient les situations, de pouvoir faire les efforts. Mais nous sommes aussi dans une conjoncture mondiale qui n'est pas facile, même pour les pays les plus fortunés. Mais chacun regarde midi à sa porte. Donc je dois dire que la situation est difficile. Le gouvernement fait de son mieux dans le cadre des moyens dont nous disposons. Et aujourd'hui, il y a des stratégies aussi au niveau du Mali pour pouvoir générer des ressources en utilisant nos matières premières, en essayant d'avoir plus de transparence dans la gestion de ces ressources naturelles, qui peut permettre à l'État aussi de dégager plus de ressources, parce que nous ne devons pas continuer à compter sur les ressources qui viennent des autres. Il est possible aussi de regarder en interne et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut générer dans la durée. Le code minier a été revu pour pouvoir augmenter le contenu local, c'est vrai qu'il y a plus de Maliens dans ce secteur, mais aussi pouvoir générer plus de ressources à l'État. Donc je pense qu'il faut aussi regarder même la mobilisation des ressources internes. Donc il y a des niches aujourd'hui pour nos pays, de ne pas rester juste dans des schémas de main tendue, parce que bon, ceux qui donnent, ils donnent aujourd'hui, demain ils peuvent ne pas donner. Donc la situation, je peux la résumer vraiment ainsi, en saluant vraiment l'effort des Maliens de continuer à tenir la tête hors de l'eau, dans la dignité, malgré les adversités, parce que nous sommes un vieux pays, un pays digne, un pays qui va avancer malgré les prédictions apocalyptiques des uns et des autres. Je suis certain que le Mali éternel restera et continuera à jouer son rôle, avec ou sans nous d'ailleurs. Merci, Monsieur le ministre. Nous arrivons à la fin de cet entretien exclusif. Merci beaucoup de votre déplacement sur Lomé. Merci d'être passé me voir et bon retour chez vous à Bamako. Si je me permets un mot, c'est juste de remercier New World TV d'abord, que nous suivons au quotidien, la qualité de vos débats, vraiment l'effort qui est fait pour donner une information autonome, mais aussi une information africaine, différente, et qui permet les débats et qui nous permet aussi de nous entendre, qui est une initiative typiquement africaine. Nous tenons vraiment à saluer les efforts que vous faites dans ce domaine. Je suis sûr que les populations maliennes, les populations africaines vibrent aussi au son de vos différentes émissions et activités. Merci, Monsieur le ministre.